Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube, vous y retrouvez quelques contenus exclusifs comme Commander Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans notre format multijoueur préféré. Et si vous avez des questions ou si vous voulez venir échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic Ship où je suis plutôt très actif. Allez, sans plus attendre, on détape, c'est permanent, on pioche, c'est parti. Eh bien, rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince Crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de ces decks qu'on ne joue plus, qui prennent la poussière et qu'on a démontés, tout simplement. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un intervenant qui nous a déjà rendu visite dans l'émission. Salut Tira. Salut. Mais t'es pas venu seul, mais avec ton comparse de jeu, et de trollerie aussi, mais surtout ton poteau, ton ami, Timal. Mais c'est peut-être Salut plus que ton ami, non ? Ah non. Merci pour l'invite. Salut Timal. Bon, vous allez bien les gars ? Bah nickel, Ouais, merci. 2000 dresses sur les chapeaux de roue avec All We Be One qui arrive là. Mais nous on n'est pas là pour parler de ça. On va parler du coup de ces decks qu'on joue plus et qu'on a démontés. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter ou pour te représenter, te concernant, Tira ? Bonjour à tous, c'est Tira, je suis un joueur casu, plutôt actif sur les Discord d'affaires, je joue principalement en DDH et je suis actuellement en train de commencer ma formation de judge. Enfin, je vais la commencer. Et moi c'est à peu près tout pareil, on a commencé en même temps, donc en 2017 avec Kaladesh. Et c'est aussi assez actif sur les Discord FR, principalement de DDH, j'ai un peu essayé le Duel Commander mais maintenant j'ai arrêté, pareil pour le moderne mais je joue très peu. Et donc maintenant c'est quasiment que le DH. Ok, ça roule. Bon, on peut peut-être passer directement au vif du sujet et à ces decks qu'on a abandonnés. Mais vous avez combien de decks papier vous actuellement ? Pour ma part j'ai actuellement donc 6 decks en papier, j'ai 4 decks EDH, un CEDH, même s'il est quasiment proxy mais bon, pas trop le choix on va dire, et j'ai un deck en Pauper EDH, format très sympathique. Pour ma part, j'ai 2 EDH et 2 PDH. Et après, j'ai pas mal de bordel en proxy, que ce soit du DC ou du Pionnier. Ok, d'accord. Alors, moi, je crois qu'actuellement, parce que du coup, je vous pose la question, mais je me la pose aussi, je dirais que j'ai 11 commandeurs, peut-être 12, je sais plus bien. Et après, j'ai des decks de DC où j'ai déjà piqué des cartes pour les mettre dans des commandeurs. Un peu compliqué, mais j'ai des bouts de deck de DC qui traînent à droite à gauche. Les fameux demi-decks, quoi. Ouais, c'est ça. Le jour où il y a un tournoi, je rabiboche les decks pour que ça fasse quelque chose de cohérent. C'est le genre de deck, au bout d'un moment, tu ouvres la deck box et tu te rends compte qu'il y avait des cartes dedans, tu pensais qu'elle était vide. Ouais, c'est ça. Au cours de votre parcours de joueur, est-ce que vous avez une idée approximative de combien de decks vous avez abandonnés ? Alors, pour ma part, des decks que j'avais vraiment monté en papier à quasiment 100%, j'en ai 2 DH, dont on parlera un peu plus tard, je pense. De mon côté, il y a quelques decks que j'ai montés puis défaits, mais je suis principalement deux, un vieux deck de standard, mais forcément qui est parti avec la rotation, et un deck de EDH, de Brawl puis d'EDH, que j'ai démonté plus tard. D'accord, donc pas tant que ça en fait, au final. Non, pas trop. Pas trop parce que j'ai pas trop l'argent d'acheter tant de decks. C'est une limite de moyens en fait. Voilà. Ah sinon, ça irait. Hein. Bon, on peut aborder maintenant les raisons qui nous ont fait lâcher des decks. Je pense que le premier et le plus évident, c'est peut-être la lassitude, tout simplement. Dire voilà, bon, on a joué le commandant peut-être plusieurs années et bon, on a envie de se servir des cartes pour faire autre chose. C'est pas forcément qu'on n'aime pas le deck ou qu'il fonctionne pas, c'est juste que lassitude, il y a un nouveau commandant sur la même thématique qui vient de sortir, du coup je démonte le deck, voilà, il faut rajouter une couleur, faut en échanger une, du coup
on va changer. Ça a failli m'arriver du coup avec mon deck Saeli, là. Donc thématique artefact, commandant qui peut tricher sur les Arthos. Ça faisait longtemps que je le jouais. Bon, tu peux faire un peu n'importe quoi avec ce commandant et cette thématique. Et j'ai hésité plusieurs fois, notamment avec Brother Wars qui est sorti récemment. J'ai hésité à dire voilà, je le démonte, je vais profiter des cartes qui sont dedans pour un autre deck artefact. Et je l'ai pas fait, je l'ai gardé. Mais bon, je me tâte encore à le péter pour partir sur, je sais pas, un Urza ou quelque chose dans ce goût-là. Et surtout que le deck artefact c'est quelque chose quand même un peu entre guillemets générique. Tout Saeli qui a rien entre guillemets de spécial, hein, il fait ramper un peu, il fait des petits top-terres. C'est vrai qu'on pourrait avoir envie d'avoir un truc qui donne plus envie, donc je comprends. Bah, la grosse thématique en fait de Saeli, c'est de tricher sur les coups de mana, donc en fait tu vas jouer des cartes avec des très gros coups, et du coup bah, Brother Wars ça m'a à la fois donné envie de casser ce deck, mais à la fois envie de le garder, parce que du coup j'ai pu acquérir un portail Phyrexian, ou d'autres, tu sais, de ces créatures avec prototypes. Ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà, je l'ai gardé, mais je pense que typiquement, c'est mon deck de la lassitude. Je prends plaisir à le jouer, mais j'aimerais bien découvrir autre chose. Ouais, je comprends. J'imagine que t'as rapidement eu l'envie de le build, comme tu disais, à passer sur un et puis surtout. Ouais. Même avant Brother Wars, il y a pas mal de généraux et même d'autres directives de deck, d'autres archétypes sur lesquels t'aurais pu migrer depuis ce deck-là. C'est vrai, mais tu sais, c'est ce deck qui à chaque fois rajoute une nouvelle mythique ou deux nouvelles mythiques, tu vois. Par exemple, dans Kamigawa Neon Dynasty, bah il y a beaucoup de gros artefacts ou de gros véhicules que je voulais essayer dans ce pack-là parce que bah ça m'éclatait. Et c'est rigolo parce que ce pack il a vraiment une rotation finalement des finishers et des payoffs, tu vois. Et du coup, bah chaque année il a une configuration qui diffère légèrement dans son gameplay, malgré que le tronc soit commun. Mais c'est un peu pour ça qu'il me lasse, c'est-à-dire que bon, bah, c'est chouette d'aller chercher de nouvelles mécaniques et tout ça, mais au final, le tronc commun est toujours le même, c'est que tu poses des petits trucs, tu poses ta maman, tu fais son -1, ton prochain sort est réduit de 50, et tu joues une grosse saloperie de ta main, qui souvent va te générer de la value, soit sous forme de CA, soit sous forme de disruption. Donc, c'est assez linéaire en fait comme plan de jeu, quoi. Ouais, bah mon problème c'est pas la linéarité du pack, pardon, mais c'est juste que je l'ai joué trop longtemps en fait. C'est bon, j'ai fait le tour de ce que le commandant pouvait proposer. Je me suis amusé à le upside, à le downgrade. Voilà, j'ai bien touillé avec. Maintenant, je veux juste passer à autre chose et j'attends une occasion ou tout simplement un nouveau commandant à thème artefact qui me fasse plus envie que ça. C'est pas trop ce qui manque normalement. Tu connais Turkish. Pour rebondir sur ton point, un ressenti qu'on peut avoir sur un deck qui est assez proche de la lassitude, je trouve, c'est le fait qu'une mécanique, qu'un deck soit construit sur une mécanique qu'on pense nous plaire, mais qui au final nous plaît pas. Et j'ai eu le cas perso avec un deck sur lequel je joue Nicol Bolas Dragon Dieu de War of the Spark. Mm-hmm. Et le but c'était de le jouer en commandant Super Friend avec plein de Planeswalkers. Commandant Super Friend avec plein de Planeswalkers. Mais je voulais le jouer sans vert parce que je voulais absolument éviter les effets de type Vorinclex et saison de doublement, qui double le nombre de marqueurs qu'on met sur les permanents que l'on contrôle, qui rendait à mon goût les decks Planeswalker pas fun parce que on allait trop vite aux ultis et en gros ça se basait juste sur quels étaient les meilleurs ultis possibles dans Magic, quoi. Je vois. Et le problème que j'ai eu, c'est que en fait assez rapidement on se rend compte que Nicol Bolas, si on le pose et qu'à côté on met par exemple, je sais qu'il y a c'est un Karn et un Eugene, je crois, qui ont des +4 dans leur capacité de loyauté. En fait on fait rapidement devenir Nicol Bolas très très gros et ça a globalement le même effet puisque vous apportez des +4
à des effets des Planeswalkers que vous avez à côté qui vont avoir que des +1 normalement. Sauf que comme Nicol Bolas récupère toutes les capacités des Planeswalkers que vous contrôlez, bah vous pouvez mettre des +4 à côté de -7 qui sont capables de casser la game. Et on se retrouve assez vite avec des Lina Dreader General qui ont 8 marqueurs globalement parce que vous avez Nicol Bolas qui est au milieu du champ de bataille et qui est complètement intombable. En plus c'est une pièce de gestion. Je trouve que ça rendait les parties très pile ou face. En gros, soit tu te retrouves à avoir la pièce forte, soit tu l'as pas, et c'est exactement ce que je cherchais à éviter, je me suis juste fait avoir. Et puis même, Nicol Bolas Dragon Dieu, son -8, c'est quand même, t'as dit que c'est des adversaires qui n'ont pas de créatures légendaires, ou de Planeswalker, pas de la partie, donc pour oui, peu c'est que vrai t'aies un qu'il y a peu de gestion, ça va très vite, quoi. Ouais, c'est marrant, j'ai exactement le même feeling sur un deck Super Friend. J'avais monté Carte le Lion, et c'est exactement ça. La mécanique m'a pas plu. C'est con, hein, le deck était très fort, très consistant. Le panaché de Planeswalker dans le pack faisait tout, hein. Il faisait du CA, du ramp, du removal. Bref, le deck était très organique, mais en fait, le fait de jouer 95% de la partie seulement à ton tour et de regarder les autres jouer, c'est-à-dire avoir en fait très très peu d'interaction pendant le tour des adversaires, ça m'a vraiment saoulé. Et je sais pas, j'ai vraiment un feeling avec cette mécanique en fait, ce qui m'a pas plu. Et malheureusement, il a fallu que je monte le pack pour m'en rendre compte. Ah, du coup, t'as pris le temps d'acheter les cartes et de le monter en entier pour le jouer en IRL avant d'avoir ce souci-là? Erreur fatale. Oui. Aïe. Les débutants. Messieurs, les finances. Non, alors en vrai ça va, le deck m'avait pas coûté spécialement cher. Je crois que pour le monter, j'ai dû acheter 4 ou 5 Planeswalkers et le commandant. Donc c'est relativement raisonnable. On parle de 6 cartes sur 100, c'est relativement correct. Et sur les Planeswalkers que j'ai achetés, j'en ai revendu 3, j'en ai gardé 3 qui sont partis ailleurs. Donc ça va. Bon, c'est pas rentable, t'as amorti de ouf. Ouais, voilà, ça va. C'est dedans, il y avait la Liliana de Strixhaven que j'ai gardée, qui est un très bon Planeswalker. Je crois qu'il y a un Garruk aussi que j'avais pas, et que du coup j'ai profité de cette occasion pour l'acquérir, tu vois, et bon, ça va. Pour rebondir, moi j'ai eu un deck aussi en fait comme ça, pas Super Fraise, mais c'était un deck Timna Slurk. Alors Slurk, je pense que personne ne connaît. C'est un ooze qui coûte 6, qui avec 5 marqueurs +1/+1, et qui dit que lorsqu'une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait un marqueur, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur. Ok. Et en fait, je voulais faire à la base un deck juste avec des marqueurs que je mets en boucle, puis que j'enlève, et tous les effets en fait qui disent enlevez un marqueur, faites un truc. Ça me plaisait beaucoup. Et au final, la mécanique m'a pas plu parce que en fait, ça partait trop facilement tout seul. Y a pas besoin d'avoir beaucoup de pièces, juste vraiment tu touchais un Gave par exemple, et ça partait en 2 secondes. Il y avait trop de pièces trop fortes et je pouvais pas jouer en fait avec les cartes qui me plaisaient, qui me donnaient envie. Ça partait en 2 secondes. Et c'est un peu, je pense, même ressenti que vous avez avec Super Friends, c'est que ça part plus vite que ce qu'on voudrait faire en fait, et on est plus dans la menace que dans le développement du board. C'est un peu décevant, je trouve. Ouais, c'est un peu cette sensation, tu sais, que la mécanique t'échappe des mains, en fait. T'es là, t'es en train d'essayer de faire ta tambouille, et le machin se barre, en fait, et se dit, ok, bah, moi ça va, hein, j'ai tous mes trucs, je me casse. C'est pas la peine de jouer d'autres cartes, bye bye. Et il part avec la game. Il y a une autre raison qui m'a, alors, pas fait arrêter de jouer un deck, mais qui m'a beaucoup questionné sur est-ce que je veux le démonter ou pas, c'est Prosper. Prosper qui est un commandant très 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 populaire, aussi parce qu'il rend, 10, hein, je crois. Il rend à peu près Top tout agréable à jouer. Le truc fait du CA et du ramp, hein, c'est vraiment très fort. En plus d'être en body correct, hein, un 4 dead touch. Et voilà, il y a eu une vague où beaucoup de gens jouaient, et je m'étais déjà stuffé en fait pour le monter. Et comme autour de moi il y avait beaucoup de monde, en fait, je l'ai pas monté. Je l'ai monté qu'au final 1 an plus tard, tu vois, où toutes les cartes du stuff m'ont regardé et m'ont dit on prend la poussière. Du coup, voilà, je l'ai remonté, j'en suis très content. Et en fait,
c'est un deck qui... Il a rien d'extravagant, quoi. Tu poses Prosper, tu fais ta tambouille, t'exiles te regardes dessus, ah cool, tu peux les jouer. C'est un pseudo storm créatureux, quoi. Donc tu fais que de la value dans tous les sens. Si je l'ai gardé, et peut-être la seule vraie raison pour laquelle je l'ai gardé, enfin une des deux seules raisons, c'est qu'il est hyper agréable à jouer. Mais vraiment agréable, où je passe des bonnes parties à chaque fois. Genre, j'ai jamais un feel bad avec ce deck. Je rigole parce qu'il part en couille, tu vois, et il pique des trucs aux autres et tout. Et par contre, c'est un deck qu'il faut quand même maîtriser, parce que t'as vite fait de prendre ton temps dans des plays un peu débiles, mais... Et du coup, la deuxième raison qui fait que je l'ai gardé, elle découle de ça, c'est-à-dire que c'est un deck que je me permets de jouer quand je sais pas trop ce que mes adversaires veulent faire ou quel type de deck ils ont, parce que c'est un deck qui s'adapte à peu près à tout. Étant donné qu'il va piquer des trucs chez les autres, c'est plutôt modulable. C'est un deck qui est ni oppressant, ni lent. Et genre, il est vraiment sur le milieu de tout. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé, que je l'ai pas encore démonté, mais peut-être qu'un jour je m'en lasserai. Surtout qu'avec ce plan de jeu-là, ce qui est intéressant, c'est que t'es rarement trop fort ou trop faible, puisque tu dépends de tes adversaires pour réussir à bien te développer quand même. Donc c'est vrai que ça aide un peu. Ouais, voilà, et puis en gros, ce qui se passe, c'est que souvent, tour 7 ou 8, en fait, tu fais une genre de pseudo-storm, donc tu vas enchaîner peut-être 4-5 spells, into, je vous pique des cartes, ou je vais les chercher dans votre deck, et donc du coup, je me retrouve avec 2 créatures de l'un, un enchantement de l'autre, et derrière, j'ai fait un peu de CA, j'ai complètement craché ma main, et j'ai 2 cartes en exil que je pourrais jouer au prochain tour, et... c'est à peu près comme ça que je tue. Alors forcément après je tue avec une Puppet Master et en sacrifiant mes trésors, mais voilà, c'est vraiment le deck qui m'a jamais mis un feel bad, et c'est pour ça que je le garde, malgré que le commandant soit très populaire et que ça me saoule d'en voir un peu à toutes les sauces. En même temps, c'est un commandant qui est tellement polyvalent, entre guillemets, c'est une très très bonne pièce de CA et de ressources dans ta command zone, qui est pas compliquée à sortir, qui est pertinente, même si tu peux pas faire ses effets, parce que c'est quand même une 4 Death Touch. Ça bloque très très bien, ça t'apporte une protection, et c'est une vraie bonne clé de voûte à avoir en command zone si tu veux faire des archétypes qui sont pas pertinents. Je pense que c'est une des bonnes façons de jouer un commandant qui est très joué, et que t'as pas forcément envie d'avoir le même deck que le gars de la table d'à côté. C'est d'en prendre un et de lui apporter ta petite touche avec un point de jeu particulier, quoi. Ouais. C'est un peu le cas de tous ces commandants-là, hein. Kenris, Prosper ou Feu Golos. Feu Golos. Ce sont des commandants qui peuvent tout faire, donc en effet c'est pas spécialement grave d'avoir le même commandant. Par contre, en effet, je suis d'accord que moi j'ai la chance d'avoir un petit playgroup. Ce qui fait que j'ai pas vraiment énormément de decks autour de moi différents, mais je sais que les decks qui sont joués par les autres membres de mon playgroup, et qui sont pas trop larges comme peut être Prosper, voilà, c'est une chose auquel je ne toucherai pas, parce que je pense que ça me lasserait de me dire, en fait il a une deck comme moi en face, ou de voir entre guillemets mon deck tourner dans les mains d'un adversaire régulièrement, ça pourrait m'embêter. D'accord, je vois. Et sinon il y a un autre deck que j'ai pété, alors pas parce qu'il était très représenté, c'était Lord Windgrace, donc premier du nom, le Planeswalker. Mais si lui il a dégagé, c'est plus parce que j'ai évolué en tant que joueur, c'est-à-dire que historiquement j'étais un joueur, j'aimais beaucoup jouer land en général, hein, pas forcément landfall à proprement parler, mais j'aimais beaucoup jouer land. Et ça, un peu dans tous les formats, hein, que ça soit en DC ou en moderne. C'est toujours un archétype qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, mes goûts, ils ont complètement évolué. C'est-à-dire qu'en Commander, en tout cas, je préfère jouer le board. Ce que je faisais moins avant, en fait. J'avais plutôt vocation à jouer des decks très dégénératifs. Et qui jouaient pas forcément, j'irais pas jusqu'à dire dans son coin, mais... en tout cas qui n'était pas forcément très créatureux. Et maintenant c'est l'inverse, je pense que la majorité de mes decks ont une grosse tendance aggro,
Et c'est plutôt récent au final comme changement. Je pense que ça fait 2 ans à peu près que tous mes decks sont plus ou moins agressifs. Et du coup, Lord Windgrace Land, il a dégagé. Je suis pas surpris que t'aies fait un changement de ce type-là, parce que avec les sorties plus récentes de cartes, il y a beaucoup plus de moyens de jouer le board de façon convaincante en Commander. Et maintenant, c'est plus pertinent de pouvoir jouer ça. Et moi aussi, je me suis tâté à remonter des decks un peu plus créatureux. Mais j'ai pas encore passé le pas. J'ai plutôt fait l'inverse de me dire, il y a des gens qui jouent plus de créatures, je vais plus les péter. Mais ouais, je pense que c'est aussi un truc de la R&D, tu vois, de se dire, on a conscience que le format, il avantage pas forcément les decks agressifs et créatureux. Donc du coup, on va essayer de renforcer un petit peu tous les decks aggro, ou en tout cas qui essayent d'avoir des créatures, quoi. Non, en vrai, je suis assez d'accord avec vous. Même si pour ma part, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que je n'aime plus trop jouer le board. J'aime bien pouvoir interagir maintenant. Et il y a un deck que j'ai failli monter pour le coup, qui est Quend Woody White. Donc Quend, c'est juste que vos créatures avec l'initiative ont la double initiative. Et j'ai pas mal joué, et au fur et à mesure, j'avoue que j'avais moins envie de jouer le board. Et maintenant, quand j'y retouche de temps en temps sur Cocatrice, je retrouve pas le feeling que j'avais au début. Vraiment, j'ai vraiment du mal à jouer le board. Je ne sais plus faire ça, c'est trop dur pour moi. Il s'est élevé vers le contrôle. J'adore ça. Et maintenant il joue Marie Mono Black avec des pox. C'est beaucoup plus cool. Toi t'évoquais juste avant un Lord Windgrace que t'as pété. Moi je vais t'évoquer un Lord Windgrace qui pète des landes. J'avais construit un Windgrace avec la version Planeswalker, pas son âme qu'on a récupéré après. Qui en fait utilisait je jouais Mass Land Destruction, donc globalement tout ce qui ressemble à Armageddon mais en rouge, vert, noir, pour détruire les terrains d'absolument toute la table et profiter de Windgrace pour récupérer mes terrains. Et c'est pas le deck que je qualifierais comme étant le plus fort que j'ai testé, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis des adversaires que j'avais à l'époque, c'était il y a quelques temps, c'était clairement pas très très agréable pour eux, et ça avait tendance à rendre les parties ça avait tendance à clore les parties dès que tu commençais à mettre ton plan de jeu en place. Et c'est un des decks que j'ai cassé justement parce qu'il devenait trop oppressant pour les tables auxquelles je le jouais. Ouais, t'en avais peut-être marre aussi de retrouver ta bagnole avec tes roues crevées, non? Ouais, je t'avoue qu'aprre le 4e rétro, ça commence à me saouler un peu. Du coup, je suis passé sur autre chose. J'ai préféré prendre un Gave. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est rigolo, mais j'ai joué cette version. Alors, j'ai dû la tester 2 semaines en multi, et après j'ai fait ok, laisse tomber. Mais j'ai particulièrement joué cette version-là en duel commander, tu vois. Et ça m'étonne pas du tout que en EDH multi ça passe pas. Enfin, alors par contre j'ai une question. Est-ce que tu considères que le deck était trop fort ou juste désagréable, ou les deux? Personnellement, je serais plutôt d'avis à dire que c'était trop désagréable pour mes adversaires. D'accord, ok. Mais d'un autre côté, j'ai rarement vu des decks Mass Land Destruction être aussi pertinents qu'un Lord Windgrace en fait. Oui, bien sûr. Le fait de pouvoir remonter 2 landes à chaque tour, forcément, c'est clair. Ça donne un vrai tempo. Mais en tant qu'adversaire, si vous voulez mon avis, parce que je l'affrontais ce deck, il était pas trop fort, je trouve. C'était un deck Lord Destruction, donc fallait. En fait, déjà, ce qui était cool, c'est que Tira l'annonçait au début de partie que c'était dans Destruction, donc au moins on savait à quoi s'attendre. Et j'ai pas fait mon gros fourbe. Voilà. Et comment ça, à quoi s'attendre? Franchement, s'il arrive à placer ses MLD, il a peut-être sûrement gagné. Mais c'est pas plus facile, il y a des moyens de l'empêcher, il joue sur aussi quelques kills et des moments. Ouais. Donc, moi, ça me choquait pas, mais après, je peux comprendre que ça plaît pas à des gens. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, je pense, revient le plus souvent, une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur deck, c'est qu'il y a des stratégies qui sont pas aimées du tout, donc MLD, stacks, contrôle aussi. Des trucs du genre, et ça fait que les gens sont un peu frileux à continuer à les jouer quand ils ont beaucoup de remarques. C'est un peu dommage, je trouve, mais après c'est chacun son playgroup.
Donc je peux comprendre qu'il y en a qui veulent juste pas penser à ça et vouloir avoir moins d'interaction en face pour pouvoir développer des choses plus fun ou plus originales. Non, mais je pense que c'est vraiment là une raison majeure en tout cas. Ouais, je suis d'accord, hein. J'imagine bien que une fois que t'as casté ton sort de lance de destruction, une fois que t'as casté ton lance de destruction, bah final il se passe quoi, 3-4 tours où les gens te regardent jouer et forcément ça crée un feel bad. De manière générale, je pense qu'il faut conscientiser que quand on monte un deck, certes on monte pour soi et pour se faire plaisir, mais on propose aussi une expérience de jeu aux autres. Et si on propose une expérience qui est juste pénible ou juste parce qu'on veut jouer tout seul, bah ça passe pas souvent. Ou en tout cas, faut qu'on soit tous d'accord dessus. Et on joue tous des grosses saloperies dans ce cas-là. Whatever. Ouais, c'est le genre de deck qui transforme c'est le genre de deck qui transforme une partie de DH en une séance chez le psy en fait. C'est le moment où tu testes ta patience. T'as le temps de discuter de problèmes de société avec tes adversaires. Ça parle de meurtre, ça parle de pulsion, tu vois, c'est coloré. En même temps que tu casses ton spell, ton pote il dit qu'il a couché avec ta sœur, tu vois. C'est le moment. C'est comme un repas de Noël en fait. C'est le moment où les vérités elles sortent. Alors, pour la petite blague, cette version du deck, quand je la jouais en décès, je la jouais avec Boseiju premier du nom, celui qui rend les rituels et éphémères rencontrables. Ah bah oui. Oui, la base. Hein. Ça marche. Ah, bien sûr. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en plus quand il est pété, tu le ramènes et ton adversaire il louche. Il louche sur la carte. Bon. Pauvre joueur bleu. Et sinon, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir monté un deck, de l'avoir crafté et tout, et que au final vous vous êtes rendu compte que vous avez pas bien compris ce que faisait le commandant, ou plutôt ce que voulait faire le commandant en fait. C'est pas une histoire de pas comprendre la capacité, hein, mais de là où veut vous emmener le deck. Pour ma part, je crois pas. Je pense pas. En fait, j'avoue que moi, quand je fais un deck, c'est souvent le commandant qui m'attire. Donc, je vais souvent rechercher vraiment toutes les synergies possibles avec le commandant pour trouver celle qui me plairait. Donc, c'est pas en soi le commandant, si ça arrive, c'est pas vraiment le fait que j'ai mal compris, c'est plus que j'étais pas adapté à ce commandant-là, et souvent j'abandonne avant d'avoir fini le deck. Je me rends compte que ça me plaira pas en buildant. Donc c'est rare que ça m'arrive après en faisant plusieurs parties en me disant en fait non, ça marche pas du tout. Dans cette même veine, de mon côté, j'ai un deck Jeru. Attends, il faut que je trouve le nom en anglais. En français, pardon. Faudrait que je regardais ça avant. C'est pas comme si j'avais eu un quart d'heure pour le faire. Ça, c'est Jeru avec les yeux ouverts, donc genre. Ouais, attends, je vais trouver. Jeru face à la vérité. Mec, pas du tout. Tout pareil, Jeru je suis un très bon traducteur. Embauchez-moi. Moi, dans cette même veine, j'ai un deck Jeru face à la vérité. Donc c'est le créature légendaire de l'heure de la dévastation. Et en fait, c'est une créature qui, quand elle ETB, elle vous permet d'aller chercher un Planeswalker dans votre bibliothèque et de la mettre dans votre main. Donc j'avais monté suite à une vidéo de Tolaria Community College, où en gros il parlait de ce deck-là comme d'un deck toolbox, où en gros tu te sers de Jeru pour aller accéder à des Planeswalkers qui te permettent de répondre à des situations. J'avais trouvé l'idée intéressante, et en fait à ce moment-là je cherchais un nouveau deck à build parce que j'avais faim. Et du coup je m'étais lancé sur ce build-là, et le problème que j'ai assez rapidement eu, ça m'a pris quand même plus d'une quinzaine de parties pour en arriver là. Mais en fait, comme tu as un tuteur en command zone, comme tu as une carte qui permet d'aller en chercher une dans ta bibliothèque en command zone, et que c'était quand même assez libre pour que tu pouvais aller chercher n'importe quel Planeswalker, en fait je me retrouvais assez rapidement à juste aller chercher les meilleurs Planeswalkers à chacune de mes games, parce que c'est ceux qui me permettaient non pas de résoudre une situation, mais juste de m'assurer un avantage et de me permettre de me mettre devant par la suite. Et comme c'est quand même une 4-3 vigilance, le commandant, ça te permettait avec quelques artefacts et les Planeswalkers qui permettent d'augmenter sa force et son endurance pour beaucoup, les Elspeth, les Gideon, tout ça, c'est que des buffs de créatures.
bah en fait tu peux facilement avoir un gros colosse pour défendre tes planeswalkers, qui a vigilance et qui du coup peut taper à ton tour en plus de les protéger par la suite. Et en fait je me suis trouvé dans cette situation où je pensais avoir un objectif toolbox et en fait je me suis retrouvé juste à bah écoute là j'ai 5 mana donc je vais prendre le meilleur planeswalker à 5 mana et c'est parti pour la suite quoi. Ouais, d'accord, je vois le genre. Effectivement, ouais, du coup, on est bien dans ce ouvrez les guillemets. J'ai mal compris ce que le commandant voulait faire. C'est-à-dire que bah t'avais un objectif et tu t'es rendu compte que bah au final presque entre guillemets les autres planeswalkers t'aurais presque pu les cutter pour garder les plus forts et voilà. Bah Quoi. c'est ce que j'ai fait avec le temps. J'ai gardé que certaines pièces de réponse très particulières et j'ai essayé d'utiliser un peu plus Jiru avec du blink, ce genre de choses. Mais ça a pas résolu mon souci et ça rendait mes parties trop redondantes en plus de ça. Donc. Alors j'ai une question un peu à la con. Est-ce que si Jiru avait été bicolore, tu penses que le deck aurait été un peu plus toolbox ? Je pense que le deck aurait été la même chose s'il avait été bicolore, mais avec deux couleurs disponibles. Quoi. Ouais, je pense que ça aurait été pire en fait. Ouais, ok. Donc potentiellement avec des planeswalkers encore plus forts quoi. Ouais, voilà, t'aurais eu vraiment des meilleures pièces encore et ça aurait été encore plus... À moins que la couleur apportée peut-être apporte beaucoup de choix et que du coup t'as une vraie question à te poser à chaque fois peut-être. Mais en général une couleur en plus ça résout pas tous les problèmes. En général. Et d'ailleurs, est-ce que Timal, tu nous parlerais pas de colorité ? Justement, voilà, j'étais en général, parce que tout à l'heure, Tira a parlé du fait que j'étais un grand fan de Hellbent. Alors, je sais plus le nom en français. Mais en gros, Hellbent, ce sont des effets supplémentaires quand vous avez plus de cartes en main. Alors, il y a un petit twist à Monkhet, avec pas de nouvelle capacité, mais beaucoup de cartes qui demandent d'avoir une carte ou moins en main. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à Magic. Alors j'ai commencé avec le Brawl vraiment, avec un deck Neb, le Valeureux je crois, qui est un Minotaur qui dit que quand il touche un adversaire, tout le monde défausse une carte, et quand vous avez plus de cartes en main, ou une seule carte en main, vos Minotaurs gagnent plus 0. Donc j'avais fait en Brawl, puis après je l'ai monté en EDH, et ça me plaisait énormément. C'était mon tout premier deck de DH en papier. Et le problème, c'était que, donc à force de le jouer, moi j'ai commencé à comprendre que ce qui me plaisait, c'est vraiment de jouer avec le fait d'avoir peu de cartes en main et de trouver des subterfuges pour passer à travers, avec en plus à ce moment-là l'arrivée de la draw en rouge par l'exil, qui commençait à se développer un petit peu. J'avais de plus en plus de pièces qui me plaisaient. Et voilà, ce qui me plaisait, c'est vraiment de défausser tout le monde, de dire vous avez plus de main, moi non plus, mais moi j'arrive à jouer à travers. Et voilà. Sauf que j'avais plein de cartes dans mon deck qui étaient des Minotaurs, qui étaient extrêmement nazes. Ça servait quasiment à rien pour la plupart. J'en avais quelques-uns qui étaient corrects. Pour le reste, c'était très mauvais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, Nem ne me sert pas plus que ça. J'aimerais avoir un vrai GG Hellbent. Et en regardant tout ce qui existait en Rakdos, j'avais absolument rien à ma disposition dans cet archétype. Et j'ai voulu chercher dans d'autres couleurs, du coup. Aller peut-être chercher du côté du Mardu, pour avoir peut-être le blanc, qui me portait des pièces de stacks, c'était peut-être intéressant. Et en fait, le problème, c'était même pas les couleurs à ce moment-là, c'était vraiment le fait que l'archétype n'est pas assez supporté par Wizard. En même temps, je peux comprendre, hein, Hellbent, il faut vraiment être un peu dégénéré pour se dire ouais, j'ai plus d'avoir des cartes en main, c'est super cool, j'adore ça. Mais voilà, ça me plaisait pas, et en fait, on m'a beaucoup dit, mais pourquoi tu joues pas, par exemple, Prosper, tu vois, ça fait ce que on en parlait tout à l'heure, hein, ça peut faire ce que tu veux. Le problème, c'est que, en fait, moi, j'aime bien avoir une raison de me mettre Hellbent. Faut pas non plus se mettre Hellbent, utiliser one with nothing et faire c'est bon, j'ai plus de cartes en main, trop bien. Ça doit être un giga chat. Cet archétype, il me fait penser à un deck que j'ai tenté de builder mais que j'ai abandonné. C'est Olivia V2. Je crois que c'est recruté par la guerre, un truc comme ça. Bref, Olivia V2 qui te demandait de te défausser d'une carte pour lancer une créature de ton cimetière qui devenait un vampire. Ouais, c'est ça. J'avais essayé de faire un truc un peu boui réanimateur avec, et impossible de faire fonctionner, c'est pas clair. C'est ça, en fait, moi j'avais pas le support, en fait, tout simplement, je n'ai pas des cartes, assez de cartes qui me proposent de jouer Hellbent et que ce soit rentable. C'est vraiment le vrai problème, c'est pas que je trouve ça nul, c'est pas forcément bon, mais c'est juste que je n'ai pas de raison de le faire, et du coup, pourquoi ne pas rentrer des waste notes,
pourquoi ne pas rentrer tous ces effets qui vont dire qu'on va se défausser une carte, piocher une carte. Parce que je me limitais, du coup je les rentrais pas, ça me servait à rien. Mais en fait, ça me rendait juste plus faible, j'avais aucun vrai bonus à part que mes Minotaurs gagnent plus de plus 0, youpi, on va aller loin quoi. Donc, Ouais, mais ça c'est un problème qui est lié à beaucoup de thèmes ou même à beaucoup de decks, même de decks tribaux. Hein, au final, il y a plein de tribes qui sont absolument pas soutenus ou juste très mal. Oui, et du coup, c'est compliqué de faire fonctionner le pack autour, sachant que en fait, je sais pas, je balance un peu des chiffres au hasard, mais disons que dans ta tribu, en fait, dedans, t'en as 3 qui te font de la draw à peu près potable, et tout le reste, c'est de la drouille. Exactement ça. Au final, t'as un nombre de cartes de ton deck qui est potentiellement haut, et qui sert juste d'enabler à ton commandant, et c'est un peu tristoun, quoi. Hein. Donc du coup c'est un peu dur à faire fonctionner, mais c'est vrai avec plein de mécaniques dans l'ensemble. Oui, il y a plein de mécaniques comme ça. Moi j'avais un pote qui jouait énergie et disons que énergie c'est pas ouf en fait. Au final, bon, le deck était plus un deck building qu'un deck énergie, avec juste des pièces nazes au milieu. Voilà. Donc et je pense que c'est le cas pour plein d'autres choses. Pas d'autres mécaniques. Ouais. Même des fois des commandants qui veulent jouer autour d'une mécanique et qui n'ont pas les bonnes couleurs pour faire ça. Non, mais je suis d'accord. Ça me fait penser, d'ailleurs, on parlait de problèmes de colorité, ou en tout cas que la couleur ne suffisait potentiellement pas à soutenir un pack. J'ai eu ce problème notamment avec Marie la Plume Tueuse, qui est un commandant assassin mono noir. Et donc voilà, qui t'incite à jouer des assassins, des mercenaires et des rogues. Le commandant est vraiment très chouette. C'est une façon de jouer qui est un petit peu à la Toshiro ou Mezawa, où tu vas chercher à tuer les bêtes adverses, récupérer des primes dessus, et du coup générer à la fois de la draw et des trésors. Du coup, au final, très organique et très agréable. Mais il avait 2 principaux problèmes. Le premier, qui est pas forcément très très important, c'est qu'il est dépendant du fait que tes adversaires jouent des créatures non commandants. Bon, soit. L'autre problème, c'est qu'il est mono noir, et en fait, il arrivait souvent que à partir du tour 5, j'ai un avantage de tempo qui va de bon à très grand. Et en fait, comme je suis en mono noir, impossible d'avoir un vrai out et de remporter la partie. Et ça m'a vraiment perturbé. Alors, j'avais des plans, c'est pas trop le souci, j'avais des plans quand même pour gagner. Mais en fait, la colorité m'en propose trop peu, et le nombre d'enablers que j'ai dans le deck, enfin les enablers que j'ai dans le deck, donc les rogues et tout ça, comme tu veux essayer de les faire passer, comme tu veux les faire contacter chez les adversaires, ils ont des podis qui sont un peu légers avec de l'évasion, donc c'est bien, ça fait tourner le commandant, mais ça t'amène pas vers la victoire. Ils ont pas de capacité propre vraiment très avantageuse. Du coup, j'étais plutôt limité par la couleur, et ça m'a un peu handicapé. Je pense que tu mets le deck en Dimir, ça devient une saloperie de l'autre monde. Ah oui, c'est l'enfer en Dimir, mais je pense. Le mono noir en lui-même, c'était vraiment problématique, parce que j'arrivais pas vraiment à... Même avec 12 mana et plein de cartes en main, en fait, si j'ai pas un tutor pour aller chercher mon finisher, c'est compliqué, quoi. Et je pense que c'est un petit peu ça qui me manquait. En fait, je me retrouvais à devoir jouer des cartes comme Tourment de Grain de Feu ou Exsanguination pour claquer tous mes trésors là-dedans et espérer remporter la victoire comme ça. Mais dans les faits, ça marche pas forcément, c'est très circonstanciel. Je m'amusais même à jouer le rituel mythique de Teros là, qui permet de voler, de prendre le contrôle d'un tour d'un adversaire. Tellement j'étais en manque d'out et j'espérais prendre le contrôle d'un adversaire pour essayer d'en tuer un autre. Mais je pense qu'à part créer un fieldball, j'ai pas réussi à faire grand chose. Ce genre d'effet, c'est souvent problématique, on va dire. Ouais, c'est problématique. Après, faut l'amener, et c'est un truc que j'avais présenté en début de partie, donc c'est pas... Mais c'est compliqué, enfin bref, j'avais vraiment un problème de finisher. Oui, surtout que tu avais une version que, si tu m'as compris, plus basée sur d'avoir des rogues, de nombreuses créatures. Donc tu avais un peu un double plan de jeu, avec le plan de jeu qui veut tuer et le plan de jeu qui a juste des bêtes qui sont là pour passer. En fait, ça fonctionnait plutôt bien, hein.
c'est-à-dire que tu as une grosse partie removal, une grosse partie rogue, et en fait le commandant est là pour servir de pivot et du coup réalimenter ta main et ramper. Donc en fait tout ce moteur là fonctionne très très bien, et en fait c'est juste pour passer la ligne d'arrivée, tu vois, il galère quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir le board, des cartes en main, des trésors, et si la variance a fait que t'as pas touché un tutor, bah t'arrives pas à solutionner, d'autant plus que des fois tu te retrouves coincé avec des enchantements en face que Noir a vraiment du mal à gérer. D'ailleurs c'est pareil pour des artefacts hein, globalement. Les deux. Et c'est aussi pour ça que je m'amusais à prendre le contrôle des decks de mes adversaires, c'est parce que souvent je m'amusais à trouver des outs comme ça. Je m'amusais à essayer de trouver un pet enchantement, un removal de masse, tu vois. Il y a Praetor's Gasp aussi, je crois, qui peut être pratique. Ouais, tout à fait. Je jouais Praetor's Gasp justement pour pallier ce problème du noir, pour essayer de trouver des removals hors de mes couleurs, quoi. Mais bon, c'était pas très, c'était pas suffisant. Mais je sais que tu joues le pack dans une autre version. Oui, c'est ça. Temps, je me retiens, mais j'avoue que voilà, moi j'ai une version qui est plus, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, plus contrôle. Je pense que j'aime beaucoup moins de rock que toi, et ça se passe beaucoup moins sur le board. J'hésite pas à vraiment vrasser régulièrement la plupart des créatures. Mais je te rejoins quand même avec cette version-là. Alors je galère moins, je pense, à finir les games. Mais ce qui n'empêche que c'est quand même la partie la plus dure de mes parties, c'est de réussir à les finaliser. Parce que, comme tu l'as dit, des fois la variance fait que t'as beau avoir une main énorme, avoir 20 trésors sur le board, c'est vraiment pas compliqué d'avoir beaucoup de trésors avec ce deck. D'avoir plein de trésors sur le board, bah si t'as pas ton tourment de gueule de feu en main, si t'as pas ton Cavalier Riches pour gagner à ton upkeep, c'est pas forcément facile. Mais moi ça ne me refroidit pas, je reste un convaincu de ce deck. Ok. Alors, est-ce que vous avez une autre raison qui vous avait fait arrêter un deck, ou on a fait le tour? Pour vous suivre sur les problèmes de colorité, moi j'ai eu le cas avec un deck Finn, le porte-croc, qui est une 1-3 pour 2 Death Touch, et qui dit que les créatures que vous contrôlez avec le contact mortel, quand elles infligent des combats à un joueur, ce joueur prend 2 marqueurs poison. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce deck, le problème c'est que le commandant est mono vert, et rapidement, le truc qu'on remarque dès qu'on essaye de le construire, c'est que le contact mortel, c'est quand même quelque chose de vachement plus noir que vert à la base, même si ça traîne un peu dans le vert. Et en fait, le problème du pack, globalement, c'est que avec l'absence du noir, on se retrouve à simplement jouer des petites créatures vertes qui ont Death Touch, à leur donner des petits buffs, des petites évasions pour les permettre de toucher et poser les marqueurs. Mais je pense que c'est un peu comme ce que t'as eu avec Marie Nox. Avec Finn, si tu veux pouvoir si tu veux pouvoir tuer quelqu'un, comme tu joues sur les marqueurs poison, bah t'es obligé de faire tous tes dégâts toi-même. Tu peux pas compter sur tes adversaires pour t'aider à descendre quelqu'un. Et du coup, pour t'assurer un kill, le meilleur moyen, c'est souvent en passant par certaines grosses cartes qui donnent des gros atouts à tes créatures, et qui te permettent de passer les boards adverses d'un coup, et en mettant en mettant 8 ou 10 marqueurs d'un coup. Et malheureusement, en mono vert, il n'y en a pas beaucoup, et c'est assez compliqué de les mettre en place, et c'est pas hyper pertinent. Ça remplit ton deck de plein de petites créatures qui sont des 1-1 contact mortel qui sont pas bonnes. Et du coup, tout ça, moi, c'est des trucs qui m'ont fait arrêter de jouer le pack. Parce que l'absence du noir, elle rendait le plan de jeu fade, en fait. Ça rendait ça pas un peu insipide. Et je pense même qu'on peut digresser, parce que en fait, tu soulignes un truc qui est un peu important dans la construction de deck, c'est-à-dire que là, tu as un commandant qui est strictement offensif, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de CA, il n'apporte pas de rampe, donc il a aucun rôle qui est vraiment utilitaire, fermez les guillemets, mais purement offensif. Donc ça veut dire que dans ton deck, tu vas avoir plus de slots consacrés à faire de l'utilitaire, tout simplement. Et du coup, ça apporte un problème de structuration, d'autant que tu es monocolore. Donc forcément, tes pièces de CA ou de removal ou de rampe, que sais-je, t'as moins le choix, tout simplement. Et donc du coup, en fait, t'as
entre guillemets une double limitation. Et c'est pour ça que c'est plutôt compliqué à jouer. J'ai un petit peu le même problème d'ailleurs avec pareil, hein, l'archétype Infect, mais dans son ensemble, c'est-à-dire que si ton commandant, au final, il t'apporte pas du CA, ou du ramp, ou en tout cas de la value que tu peux injecter dans ton moteur, bah globalement, tu joues sur une mécanique qui est strictement offensive, avec un commandant qui est strictement offensif. Du coup, bah forcément, c'est un deck qui après, dans son building, va te demander de jouer des staples, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et aussi un autre truc d'ailleurs, c'est que ces plans de jeu-là aussi, l'autre problème qu'ils ont, je trouve, c'est que ils se relient sur une stratégie. Par exemple, Finn, c'est des 1 last touch, la plupart. Et en fait, ce sont des cartes où tu te dis, bah si je le mets pas, mon deck ne marche pas. Pareil pour Infect, si j'ai pas de carte Infect, mon deck ne marche pas. C'est des cartes qui en fait n'ont aucun autre rôle à part de pouvoir faire que ton commandant marche et que ton plan de jeu avance. Et ça te fait vraiment facilement 10 slots, 15 slots selon les decks, qui sont pris pour rien d'autre que essayer de trouver, de faire marcher ton commandant. Et derrière, ça te laisse encore moins de place pour cette salle dont t'as vraiment besoin. Pareil pour ce ramp, souvent tu t'en as besoin et tu te dis mais comment trouver les bonnes places, et comme tu as dit, souvent ça revient à dire bah tant pis, je mets le staple de ce truc là, et donc au final t'as un deck qui est dur à faire, qui peut être un peu linéaire, qui a beaucoup de problèmes, qui peut manquer de couleurs, et qui surtout va jouer des cartes que t'as déjà vu plein de fois, tu connais déjà. Et tu te dis, bah en fait le deck je le connais la plupart du temps, puisque je connais très bien Rustic Study quand je joue mono bleu, je vois partout. Wuthering Ties pareil, je connais, j'en ai marre. Donc c'est un vrai défaut de ces commandants-là, le manque de couleurs peut amener à devoir se reposer sur les forces de la colorité qu'on a, et de pas avoir d'originalité, et ça peut être un vrai problème quand on recherche justement un deck qui nous marque et qui nous plaît. J'ai eu exactement ce problème-là sur Bylot, Amuseur Public. Alors c'est l'elfe rouge légendaire de Commander Legends 2, qui dit que toutes les créatures qui ont une force égale ou inférieure à la sienne sont good. Je l'avais monté en Boros, et donc la mécanique du commandant me plaît, le deck fonctionne, mais en fait c'est un deck avec, je sais pas, une trentaine de staples, parce que sinon c'est impossible de faire tourner le commandant correctement. Et la mécanique est pas soutenue, la bicolorité, c'est un peu compliqué pour trouver des outs. En fait, quand tu joues pas un thème qui est soutenu, c'est compliqué de pas faire une pile de staples, quoi. Puis même sur certains thèmes soutenus, il y a beaucoup de thèmes qui se reposent sur des piles de staples. Par exemple, Elot, je sais pas avec quoi tu l'avais joué à côté, mais si par exemple tu pars sur un truc vert, par exemple avec le... C'est quoi, c'est élevé par les titans ou un truc comme ça? Ouais, élevé par les géants. Élevé par les géants. Ça fait que tu te dis, bah ok, je vais jouer un truc rouge-vert, et globalement mon objectif ça sera de faire augmenter la force de mes créatures, et notamment de Bylot. Mais le truc c'est que c'est ce que fait le rouge-vert d'habitude en fait, de jouer des machins avec des énormes hucs pour venir casser des bouches. Du coup, même si c'est pour faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire bloquer des adversaires et faire des trésors, ça se repose quand même vachement sur des staples. Ouais, clairement. Et tu parlais de jouer des créatures qui servent exclusivement à faire tourner ton commandant. Alors il se peut que en fait la mécanique ou le thème soit suffisamment soutenu pour que t'aies pas besoin de jouer des staples. Je pense notamment à des tribaux du type zombie. Typiquement, je joue Varina, je joue pas de rampe dedans, je dois avoir peut-être une quinzaine de slots qui sont juste des enablers avec des body corrects, ou avec des capacités d'évasion. Donc elle sert principalement à trigger Varina, mais comme en fait tout le deck est synergique avec lui-même, fait qu'un zombie, même si c'est une 1-1 contact mortel, c'est pas une carte morte parce que ça va être une créature que tu peux sacrifier. En fait, la tribu dans son ensemble est suffisamment soutenue pour que y ait une cohérence avec lui-même. Tu vois, il va être seulement un enabler certes, mais peut-être un enabler de 15 cartes dans le pack, peut-être même de 20. Donc c'est suffisamment relevant pour pouvoir le jouer sans prendre un gros downside. Voilà. Voilà, il y a des mécaniques qui sont suffisamment soutenues par Wizard pour qu'au final tu peux te permettre de jouer de la drouille, et voilà. Et pourtant le Varina à proprement parler, même si elle fait de la draw discard, elle fait pas du CA à proprement parler, donc tu vois, voilà, c'était juste pour prendre un exemple, un contre-exemple.
Moi, pour rebondir un peu sur ça, j'ai un deck que j'avais vraiment monté lui aussi, donc le second deck que j'ai monté, que j'ai fini par démonter. C'était Ayula, je pense qu'elle est assez connue, un ours de 2, classique, qui, quand un ours arrive en jeu, met 2 marqueurs sur un ours ou fait se battre un ours contre une créature que vous ne contrôlez pas. Et donc, pour rebondir un peu, effectivement, c'était un commandant. À la base, je l'avais fait un peu pour le troll, en me disant, j'ai fait à la sortie d'Ayula, donc à machin, en me disant, un GG ours, trop marrant, ça va être bien nul, mais vas-y, j'ai envie de m'amuser. Et en fait, ça marchait plutôt pas mal à ce moment-là, mon playroom était pas encore avec un très bon niveau, donc ça passait bien. Mais au fur et à mesure, moi, j'avais envie que mon deck évolue, j'avais envie d'aller toujours plus loin, de comprendre ce qui se passait avec, vraiment d'aller chercher au plus la synergie avec Ayula. Donc, essayer de mettre du bling, de la réanimation en vert, c'est pas grave, on tente. Et au final, à force de faire ça, en fait, j'ai perdu le deck, c'est-à-dire que le deck marchait pas bien déjà pour commencer. J'avais perdu la base du deck, c'est-à-dire avoir Ayula et des ours. J'avais enlevé beaucoup d'ours, que les ours sont nuls, très très nuls. Donc j'avais juste gardé le meilleur, et ensuite j'avais essayé de trouver la moindre petite pièce pour aller trouver du bling, etc. Donc par exemple la cage du conjureur, je crois, pour 5 mana, l'artefact qui blink, le tigre dans le sabre Témur qui renvoie une créature en main, vraiment que des trucs comme ça. Pour essayer d'aller vraiment au maximum optimiser Ayula, et en fait ça marchait pas. Je suis allé beaucoup trop loin là-dedans, et au final mon deck m'a juste lassé, et que je me suis dit non, t'es mal, c'est pas possible de continuer comme ça marche pas du tout. J'avais plus envie en fait de toucher au deck, il m'a juste lassé, là il traîne derrière moi dans une boîte, j'ai récupéré une partie des cartes pour faire d'autres decks. Et au final, le deck me plaît plus. Triste. Très triste. Rip les ours. Rip les ours. Il était dit. Vous avez un autre deck dont vous voudriez parler ou pas? Thémal évoquait son deck ours. Moi, j'ai eu le souci inverse avec un deck Gave que j'ai monté en commençant le Commander. Où à la base, je voulais le jouer avec les Fungus et les Talides. Pour poser des saproviantes, et en fait c'est en jouant ce deck là que j'ai découvert qu'on pouvait faire des combos dans Magic, et je me suis un peu trop chauffé pour en mettre dans le deck, pour le rendre pertinent là-dessus. Il était vraiment bien fait, il performait très bien, trop bien, et en fait je me suis retrouvé dans la situation complètement opposée, c'est-à-dire que je faisais plus exactement ce que je voulais faire, et quand j'arrivais à le faire, le deck était très très bon. Et en fait j'ai fini par arrêter de le jouer parce qu'il était trop fort, et c'est surtout en regardant ce deck, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'enseigner sur le CEDH aussi, je me suis rendu compte que mon deck était très proche des listes de CEDH alors que je ne les connaissais même pas. Il y avait beaucoup de similitudes, il y avait beaucoup de trucs que j'avais commencé à rentrer qui en fait étaient dans le même ordre d'idée que ce qui était joué en compétitif. Et au moment où j'ai réalisé que le deck que j'avais fait en casu quand j'étais jeune et innocent était en train de devenir une pièce compétitive, je me suis dit le truc c'est que je sais très bien que mes playgroups et les gens que j'affronte ne suivront jamais une directive pareille, et que je vais juste finir par détruire les tables à la chaîne. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était plus la peine de continuer de jouer le pack, et que même si c'était je me suis dit que la seule façon dont il me plairait, ça serait de le jouer en compétitif, mais que j'avais personne avec qui le jouer de cette façon-là, du coup j'ai juste abandonné. Ouais, c'est la mort des decks, c'est comme ça. Maintenant qu'on a évoqué toutes les raisons qui nous font démonter nos decks, est-ce qu'on peut pas trouver des solutions pour pas en arriver à de telles extrémités? La solution la plus évidente, qu'on a déjà un petit peu évoqué, je pense, c'est de proxy pour commencer. En plus, c'est quelque chose qui se démocratise pas mal en ce moment, j'ai l'impression. Mais vraiment, c'est la meilleure façon de pas perdre son argent, c'est-à-dire de prendre, alors de le faire comme un minimum bien, au moins une imprimante, pas à la main s'il vous plaît, mais de prendre votre imprimante et de tester, d'imprimer quelques cartes de vos decks, voire de decks entiers, moi j'ai déjà fait, pour le tester dans votre playgroup. C'est pour voir si dans votre playgroup le deck sera apprécié, s'il passera, s'il vous plaira aussi tout simplement, avant de passer à l'achat. Je pense que c'est un petit peu la première chose à faire, je dirais. Je rejoins complètement Thémal là-dessus. C'est vrai que c'est le truc le plus simple à faire, même si ça peut sembler compliqué de prime abord. Il y a pas mal de sites qui permettent de faire des proxys des listes qu'on a. Par exemple, je peux recommander Deckstats,
qui est un très bon site de gestion de deck, et qui en plus a un bon outil de proxy qui permet de faire des trucs qui sont économes en encre si vous avez pas envie d'en dépenser des litres. Et c'est vachement pratique pour pouvoir faire ça rapidement. Ouais, je sais qu'on peut aussi faire ça sur Magicville, par exemple. Ouais, si vous voulez en français, je sais que c'est le meilleur endroit pour le faire. Il me semble que Moxfield maintenant le fait aussi. C'était pas le cas il y a quelques mois, mais Ah bah nickel. que vraiment c'est quelque chose qui se démocratise du coup à peu près toutes les plateformes françaises, anglaises, permettent de le faire maintenant. Ouais, et une autre solution, enfin une autre façon de tester finalement, c'est aussi en ligne. Alors je pense principalement à Cocatrice, hein, qui est une plateforme pour jouer à Magic avec ses amis, où on a accès à absolument toutes les cartes. Et c'est une interface qui est très complète. Alors il n'y a rien qui est automatisé, hein, on fait tout à la main. Mais je dois avoir certainement plus de 4000 ou 5000 parties sur ce soft. Et ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs il y a beaucoup de tournois d'essai qui sont organisés sur Cocatrice par exemple. Oui. Donc c'est une plateforme qui m'a beaucoup aidé au building. C'est aussi la principale plateforme où j'exécute toutes mes séquences de Goldfish, où je drop des mains à la chaîne et que je teste un petit peu, voir si je peux mouliner mon deck. Et enfin même nous, on a joué pas mal ensemble sur Cocatrice. Bah comme tu le dis, c'est personnellement moi, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je joue principalement sur Coca, parce que j'ai pas forcément le temps de rejoindre des potes en FNM ou ce genre de choses. Et c'est simple. Enfin, faut un temps d'adaptation, mais c'est plutôt simple. Et ça a vraiment cet avantage de pouvoir tester rapidement plein de trucs. Et comme tu l'évoquais, il y a des tournois qui sont sur Coca, que ce soit en Duel Commander, je sais que c'est Magic Wicked qui organise ça. Non, c'est les chroniques. Ouais, Magic Big Cat, même les chroniques aussi, ouais. Et vous pouvez aussi faire des tournois de Magic sur Cocatrice si vous faites du moderne ou du pionnier. Il y a la chaîne des serveurs Discord MTGFR qui font ce genre d'événements. C'est mensuel, c'est vraiment cool. C'est clair, mais du coup c'est vachement moins onéreux que MTGO ou d'autres softs. Alors, j'aime beaucoup Spelltable, mais je suis un peu... Oui, j'allais y venir. Ouais, je suis un peu embêté. Moi, je suis pas servi, mais je sais que... Je suis un peu embêté par Spelltable parce que t'as un petit peu les problèmes du papier, et en plus, potentiellement de caméra où tu vois pas bien. Je sais que c'est très populaire, mais moi j'ai un peu de mal. Il y a pas de problème, mais je pense que c'est quand même très intéressant pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de juste jouer... en vrai en FNM ou voilà, ou qui ont pas un playgroup à côté, n'hésitez pas à aller sur Spelltable. C'est vraiment, de ce que j'ai compris, moi j'en suis jamais servi, mais de ce que j'ai compris c'est pas trop complexe à utiliser. Il y a des problèmes, c'est sûr, mais c'est pas trop complexe, et ça a l'avantage de pouvoir vous permettre de tester vos decks, ou alors tout simplement aussi de juste jouer déjà avec des potes sans être à côté d'eux. Si vous aimez pas trop Cocatrice, ou si vous voulez juste jouer avec vos cartes aussi, cet aspect d'avoir ses propres cartes devant les yeux. Moi on parle plus de tester ses decks, on parle juste de jouer avec ses cartes, mais Spelltable c'est pas mal. Je crois qu'il y a aussi d'autres softs qui existent, mais je connais pas trop. Untap, je crois, Untap quelque chose. TapTap. Non, TapTap c'est un truc pour faire des decks. Je sais pas, Untap.net. Après, t'as des simulateurs de table de jeu, des trucs un peu comme ça. Ouais, voilà. Mais ouais, alors sans aller dans un débat Cocatrice versus Spelltable. Ah non, chacun son truc. Oh non. Non, bon, moi je suis pour Cocatrice, je le dis direct. Quitte à jouer en ligne, il est pas neutre. je veux pas les problèmes du papier, c'est hors de question. Ça me dérange un peu. Je parlais du coup la netteté de la caméra, mais typiquement dès qu'il faut, je sais pas, exiler face cachée les cartes du dessus de la bibliothèque de l'adversaire, voilà. Oui. Yes. C'est vrai que... Tu vois, c'est que des mécaniques qui sont absolument... elles sont détestables sur Spelltable. Et il y a aussi, en papier, tous les moments où tu shuffles, tu machin. C'est long, c'est... Quitte à jouer sur ordinateur, je préfère que ces choses-là soient automatisées. En tout cas, sinon ça m'emmerde. J'ai vraiment l'impression d'avoir les défauts du papier sans les avantages, et ça m'agace. On parle beaucoup de solutions, d'outils différents pour jouer dans nos propositions. Mais il y a aussi un truc tout simple, c'est de changer la façon dont on fait ces decks. Je pense notamment à se poser plus de questions avant de commencer un build, à
établir un peu mieux ce qu'on veut d'un deck avant de le faire pour éviter d'être déçu sur le long terme. Vous en pensez quoi? Ouais, bah c'est clé effectivement. Je déconseille très fortement d'aller chercher une decklist sur le net et juste remplacer quelques slots ou quoi, parce qu'on va pas appréhender le feeling du pack à proprement parler. Mais effectivement, je pense que le concevoir et l'élaborer en amont, et même pourquoi pas aller recueillir le feeling de gens qui jouent un peu le même commandant ou quoi, tu vois, ça peut être des choses à faire, ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense même que c'est une partie du jeu en fait de build de deck qui nous plaît. On est tous à peu près d'accord sur ça, je suppose. Et en effet, il y a des très bonnes manières de réfléchir. Alors déjà, comme vous l'avez dit, il y a bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut avec le deck, etc. Mais il y a aussi des manières de se faire un peu des challenges, peut-être. Par exemple, essayer de se dire, bon, bah, pourquoi pas faire un deck qui coûterait moins de X euros, par exemple, sur Card Markets. Ou de se dire, bah, écoute, je veux jouer tel plan de jeu qui est très populaire, on va dire Tribal Zombie, mais j'ai pas le droit au noir, voilà. Qu'est-ce que je peux faire voilà. Je veux jouer land, mais j'ai pas le droit au vert. Bon, ça c'est plus dur, je pense. Je pense que jouer land sans avoir droit au vert, c'est peut-être plus simple que zombie sans avoir droit au noir. Ah, tu penses? C'est possible. Ok, je retiens. Ah, je pense que c'est des propositions à faire à Elder Drunken Highlander si tu connais Nox. Alors, je sais que mono blanc land, tu peux le faire en vrai avec la nouvelle Elechnor, voilà. Désolé, je savais prononcer ce mot. Eh, pas mal ça. J'avais déjà vu des mono bleus sacrifices avec des créatures, hein, pas de voilà. Tout ça pour dire que globalement, il y a plein de manières de se renouveler un peu, même si on pense d'avoir déjà bien connaître les staples justement de chaque plan de jeu. Soit aller chercher un plan de jeu assez obscur et voir ce qu'on peut faire. Alors des fois, ce sera vraiment une déception, hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois. Ou alors juste d'aller chercher une nouvelle colorité, de se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas cette couleur là, qu'est-ce que ça me force à aller chercher et voir ce que ça donne. Moi je pense que c'est très bien et ça permet de trouver de nouveaux decks. J'en ai un comme ça d'ailleurs, c'est Atlapalani Spellslinger où je voulais absolument jouer des spells de buff en Aya. J'avais tout ce que je voulais en Aya mais j'avais pas de commandant et je me disais je vais pas rester sur Zada ou sur Feather. Moi je veux tout en même temps, je veux aussi du vert parce qu'il y a des bons trucs en vert. Et à force de creuser, je tombais sur Atlapalani et je me suis dit, pourquoi pas utiliser la capacité d'Atlapalani pour entre guillemets tuto mes pièces que j'aime tant. Et au final, j'ai un deck que je joue maintenant IRL et qui est excellent et qui à chaque fois surprend un peu trop. Même moi des fois il me surprend. Donc ça va plus vite qu'on ne le croit, hein, mais du coup c'est une bonne manière je trouve de se renouveler et de découvrir de nouvelles choses. Ok, insane. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On peut passer en outro. Une petite dernière chose, un petit peu bateau, on va dire, mais si possible, avoir plusieurs decks. Alors, je sais que c'est une question de budget, c'est une question aussi d'envie, mais voilà, avoir quelques decks, ça peut être une bonne chose pour éviter de se lasser. Voilà, quand on a qu'un seul deck, on peut l'adorer, mais des fois on peut se dire j'en ai marre, je veux découvrir autre chose, je veux faire autre chose. En avoir 2-3, ça peut être déjà bien pour avoir une petite rotation de temps en temps, pour découvrir d'autres choses et pour pas jouer toujours et encore le même plan de jeu. Voilà, si possible évidemment. Après, si vous avez pas le temps, si vous avez pas les moyens, ou si vous voulez pas proxy pour X ou Y raison, il y a pas de souci. Mais voilà. Dans la même idée, c'est un truc qui est pas souvent évoqué, mais je me suis souvent surpris à être l'une des rares personnes dans les tables auxquelles je jouais à proposer de prêter ou d'emprunter des decks. Mais c'est quelque chose qui, si vous cherchez à renouveler votre expérience du jeu, à tester des choses différentes, à chercher des idées pour build différemment certaines choses, tester les decks d'autres personnes, pas une page EDH-Rec, pas un truc que vous avez trouvé sur Moxfield d'un gars qui l'a fait, qui l'a jamais rejoué derrière, mais les decks de cœur de certaines personnes, c'est souvent des trucs qui regorgent d'idées un peu farfelues, souvent plutôt originales, et c'est très souvent des trucs qui sont des idées rafraîchissantes, quoi. Ouais, c'est ce genre de choses. C'est le deck de quelqu'un qui l'a joué pendant plusieurs mois ou voire plus. C'est le deck d'un mec où au milieu tu vas voir une carte, tu l'as jamais vue, tu penserais jamais que quelqu'un la jouerait de cette façon et le mec te dit non mais regarde, en fait c'est vraiment une dinguerie parce que ça permet de faire 27 trucs avec le GG. Et toi t'es là, c'est trop bien. Et ça c'est les petits moments de bonheur où tu peux tester les decks d'autres personnes et voir comment les gens jouent. Moi les decks c'est un peu comme le sexe, tu vois, c'est avec des gens de confiance, tu vois. C'est pas que j'ai peur de me faire voler mes cartes ou quoi, hein, c'est pas ça.
C'est que, tu vois, si j'emprunte un deck à quelqu'un et que je passe une partie de 50 minutes à jouer un deck qui est mal buildé, genre je pète un plomb sur... Oui, Donc, moi j'aime bien, moi ça m'est arrivé de me faire prêter des decks. Mais souvent c'est après l'avoir vu un peu en jeu et me dire ok, j'ai bien envie de voir ce qu'il fait dans mes mains. C'est rarement juste ok, vas-y, je prends ton deck et on va voir ce qu'il fait. Ouais, c'est le meilleur moyen de faire la gueule pendant 50 minutes. Oui, voilà. Moi, j'avais vu il y a pas longtemps, j'étais... T'empruntes un deck pour te rendre compte que le mec il joue 32 landes. T'es vénère. J'ai regardé une vidéo de Tolerian Community College. Et en fait, il fait maintenant souvent une série qui s'appelle Shuffle Up and Play, qui est très sympa, où bah il invite des gens et il joue. Et en fait, au début de partie, tout le monde a présenté son deck, et puis il fait bon, bah si vos decks sont tous faire comme vous le demandez, bah vous ne verrez aucun problème parce que je vous passe vous passez votre deck à votre voisin de droite. Donc du coup, tout le monde échange son deck avec son voisin. Et en fait, il y en a qui se trouve avec Feather. Celui qui sait pas jouer Feather, il a jamais vu dans sa vie, et ça se voyait qu'il faisait la gueule, je suis désolé, mais quand tu sais pas jouer Feather, quand c'est pas ton plan de jeu, c'est terrible. Donc il se fait remove Feather 3-4 fois, puis il faisait rien, et t'es là, waouh, je m'amuse de fou. Donc voilà, il faut quand même un petit peu savoir à qui on prête et de qui on se prêtait son deck. Et à qui on emprunte. Voilà. On est donc maintenant en fin d'émission, et comme c'est la tradition, est-ce que vous avez une œuvre à partager avec les auditeurs ? Ça peut être un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, une performance de rue, ou un petit dessin de votre nièce. C'est le moment du partage. Eh bien écoute, je vais y aller. Moi j'ai un groupe à partager qui s'appelle Elven King. C'est un groupe de rock païen, on va dire. C'est comme ça qu'il s'appelle en tout cas. Et c'est assez original, j'ai découvert ça il y a un an à peu près, et il a fini dans mon top 2 Spotify l'année dernière. Donc globalement, voilà, si vous êtes amateur un peu de ce genre de musique, allez écouter leur premier titre sur leur page Spotify, vous verrez un petit peu ce qu'ils font, et c'est très original, c'est super sympa, donc voilà. Ok. Et moi de mon côté, je vais me repencher sur des jeux vidéo à vous conseiller, notamment Tunic. C'est un petit jeu très sympa où vous incarnez un petit renard perdu sur une île en ruine, où vous devez un peu comprendre l'univers qui vous entoure parce que vous ne parlez pas la langue de l'île sur laquelle vous avez débarqué. Ça se rapproche un petit peu d'un Zelda / Dark Souls, où vous vous baladez, vous connaissez pas l'univers, vous avez pas la carte, vous êtes perdu, vous faites casser la gueule. C'est plus simple qu'un Dark Souls, mais c'est un peu, ça peut devenir tendu si vous êtes pas habitué à jouer. Et je suis en train de le déglinguer en ce moment, j'ai plus d'10 d'heures en 2 jours, elle est belle la jeunesse étudiante. Mais c'est un très très bon jeu, très joli, des musiques de fou, et faites-vous plaisir si regardez juste des intros ou des démos ou des présentations de jeu si ça vous plaît. Faites-vous plaisir, il est pas très cher en plus, il y a moins d'une 30aine d'euros. Ouais, je me demande très bon. Si Bambi en a pas déjà parlé. Ça me dit quelque chose, en tout cas le style me parle. J'ai peut-être vu ça passer quelque part à un moment. Il me semble que le jeu a reçu des titres comme meilleur jeu indé du genre, donc c'est possible. D'accord, ok, bon, c'est peut-être il à travers est sorti en mars 2022, donc ça date un petit peu, mais il est vraiment très 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 bon. Mars 2022, ça date un peu. Ça date. Ok. Là t'es là, j'ai 50 ans. Bon, moi il faut que je vous partage une découverte. C'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite, c'est un bijou de la réalisation et de la mise en scène. Il s'agit d'une série, il s'agit de Severance. Alors c'est une série qui exploite une idée de scénario plutôt ingénieuse et qui l'exécute surtout d'une main de maître, comme peu de séries m'ont fait vibrer en fait cette année. Alors je vous pitch un peu l'histoire. On suit la vie de Mark qui travaille chez Lumens Industries, où il y a un programme qui est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels et les souvenirs professionnels des employés. Alors ils ont volontairement subi cette dissociation, et en fait on leur place une puce dans le cerveau pour effectuer ce sweep, et au moment où ils rentrent dans l'ascenseur pour aller à leur poste, en fait, hop, leur personnalité est switchée. Alors, cependant, c'est pas aussi pratique que ça en est l'air, et c'est pas aussi simple parce que forcément,
bah il y a plein de péripéties suite à ça. Cette série du scénario jusqu'au générique, c'est vraiment incroyable. Que ça soit visuellement, dans la réalisation. J'ai pas vraiment d'avis sur les acteurs. Globalement, je trouve que... En tout cas, je suis dedans, donc les acteurs m'y font croire, hein, donc il n'y a pas trop de soucis. Et en fait, c'est une série qui soulève plein de questions sur les conditions de travail, forcément, hein, mais aussi de qu'est-ce qu'on accepte en tant que norme, à quel point on peut se soumettre à à une norme environnante. Et typiquement, par exemple, dans chacune des vies que mène ce protagoniste, en fait, il accepte des choses qu'il n'accepterait pas forcément dans l'autre. Et ça parce qu'il n'a pas il n'a pas tout à fait la même morale, en fait, tout simplement. Enfin bref, c'est vraiment une série que je vous invite à regarder. C'est une petite claque, de réalisation et d'écriture. Donc foncez-y. Ok, c'est noté. Ça a l'air pourquoi pas à l'occasion. C'est vraiment incroyable. Je me suis binge-watché la série presque d'une traite. Combien d'épisodes ? Il y en a 9 d'une heure. Ok, ça va. Ouais, franchement... Bien évidemment, t'as gobé ça en un week-end, je reconnais. Ouais, et la personne que je fréquente en ce moment, on s'est maté ça ensemble, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est pas du tout série. Mais vraiment pas du tout. Hein. Et elle s'est fait happer complet. Et à un moment, elle s'est endormie devant, et elle m'a tenu la jambe pour qu'on remette les épisodes du début, absolument. Donc, voilà. L'addiction. C'est ça, mais... Voilà, c'est une série qui soulève vraiment des questions morales de façon intelligente. Et elles sont pas là en train de te mettre le doigt dessus, en train de te dire « Ah, regarde notre série, t'as vu comment elle est intelligente ?» Et non, elle te fait poser Enfin, tu te poses toi-même les questions, quoi. Bon, merci les gars d'avoir répondu à cette invitation. Je suis très content que vous soyez passés. Merci beaucoup, Nox. Avec plaisir. Et puis, on va peut-être être amené à se revoir prochainement, je pense. Avec plaisir. Allez, super. Bon, et merci aux auditeurs aussi d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker ou vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter et venir nous interpeller sur Discord, notamment celui de Magic C'est Chic. Et en attendant, je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut. Bye bye. Salut.